la République. Le pouvoir vénitien avait en fait plusieurs visages, un peu à l'image de son territoire. Venise était une république de marchands tournée vers la mer. Alliée commerciale de Constantinople depuis l'an 1000, elle cherche d'abord à sécuriser ses liaisons maritimes. Grâce à ses conquêtes stratégiques, en jaune sur cette carte, Venise rayonne très vite sur la Méditerranée orientale. Les grandes familles vénitiennes se partagent les bénéfices, mais surtout le pouvoir. Et voici leur port d'attache. Ici, c'est l'entrée du Grand Canal. L'entrée du Grand Canal signifie le véritable port de Venise. On n'a pas un port concentré comme vous voyez d'habitude à Naples ou à Marseille, mais un port qui a des différents endroits qui sont toutes structures du port même. Les structures dont parle Donatella Calabi, les voici. À l'époque, on les appelait les case fondaco, comprenez palais-entrepôt. Ils généraient tous une activité très intense. Il y avait autant de bateaux, peut-être plus qu'aujourd'hui, certainement des bateaux différents du point de vue de la forme, certainement très nombreux. Il y avait toute une série de bateaux, même en deuxième et troisième file, qui attendaient leur tour pour décharger ou simplement pour vendre ou acheter directement du bateau. Au cœur de la ville, le pont du Rialto. C'est là que la République encaissait toutes les taxes. Reconstruit en pierre à la fin du XVIe siècle, il symbolise encore aujourd'hui l'esprit marchand de la ville. Et sur les quais, l'activité reflète l'ambiance qui pouvait régner à la grande époque. Un peu plus loin, Donatella Calabi nous emmène découvrir l'une des case fondaco les plus typiques de la ville. Alors vous voyez les marchandises arriver ici, de la rive, et puis à droite et à gauche il y avait les fonctionnaires de la République qui faisaient payer les impôts, les taxes, et puis les marchandises pouvaient entrer dans la maison et elles étaient déposées dans les dépôts à droite et à gauche, et puis en haut il y avait la maison de la famille, donc des marchands. Pour y accéder, l'escalier d'honneur du palais. À l'évidence, la famille qui vivait ici ne manquait pas d'argent. Au premier étage, le salon de réception. Tous les palais vénitiens étaient conçus sur le même modèle. On s'y réunissait pour parler affaires, mais aussi politique. À Venise, les deux étaient intimement liés. Si vous voyez d'autres villes européennes à la même époque, vous avez les aristocrates d'un côté et les marchands de l'autre. Tandis qu'à Venise, être commerçant et être aristocrate n'est pas incompatible. Au contraire, souvent, et dans la plupart des cas, les deux vont ensemble. C'est-à-dire on est aristocrate et marchand ensemble. Et on participe au gouvernement de la ville, c'est-à-dire qu'on est sénateur ou bien membre du conseil des 10 ou du majeur conseil, c'est-à-dire des grandes magistratures de la République de Venise, oui. Tous se retrouvaient au sein du Palais des Doges, et notamment dans cette salle incroyable, dont on restaure aujourd'hui le plafond. C'est une véritable œuvre d'art, surplombant l'une des pièces les plus spectaculaires du Palais des Doges, la salle du Grand Conseil. Ses dimensions donnent le tournis. C'est 53 mètres de longue, 24 mètres de large et 12 mètres de haut. C'est la plus grande pièce du palais? Oui, c'est la plus grande pièce du palais et c'est au temps de sa construction, elle était la plus grande pièce en Europe, sans colonnes et sans pilastres ou pilotis. C'est dans cette salle que se réunissait le Grand Conseil, présidé par le Doge. Sa mission, veiller au bon fonctionnement de la République. L'institution a compté jusqu'à 1700 membres, tous triés sur le volet. Cet ouvrage a été rédigé au XVIe siècle. Nous avons pu exceptionnellement le consulter.
Dès les premières pages, il fixe les conditions d'adhésion au Grand Conseil. Avoir au moins 21 ans et surtout être issu d'une famille anoblie depuis au moins 3 générations. Le Grand Conseil est la clé de la réussite de Venise. Une Venise qui s'affiche triomphante. Au plafond, les scènes de gloire sont sans équivoque. Mais l'œuvre majeure de la pièce, la voici. Elle est signée Le Tintoret. Une représentation du paradis qui n'est pas positionnée là par hasard. Les doges étaient là et le programme iconographique indiquait en termes très clairs